J'ai le plaisir et l'honneur de présenter Simon Smith. Simon est un retraité, fraîchement retraité de la compagnie 3M. Il a été responsable de protection respiratoire sur de nombreux comités, le Canadian Standard Association, International Organization of Standardization, l'American Industrial Hygiene Association. Il a même été président de l'International Society for Respiratory Protection. Et Simon, on lui a demandé de participer et de nous dire, selon lui, dans les zones rouges, ce serait quoi les avantages et les contraintes d'utiliser des équipements de protection réutilisables. À toi, Simon. Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez m'entendre? Vous pouvez m'entendre, tout le monde? Can you hear me? Oui. Oui, bon. Merci. Tu peux y aller. Pour l'introduction, c'est très gentil. Au premier, je m'excuse si je parle un peu lente, mais c'est pas ma langue première. Je parle aujourd'hui d'une étude qui a fait par un organisme, le Center for Evidence-Based Medicine en Angleterre. C'est un organisme qui font les revues des revues, en effet, et pour voir étudier les recherches et faire les synthèses statistiques pour donner pour trouver des conclusions de beaucoup d'évidence. En effet, je dois parler sur les considérations de base avant de parler sur les résultats. Je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé des choses très intéressantes aujourd'hui et je ne veux pas répéter ces informations. Alors, j'ai certains diapositives qui répètent et je ne vais pas prendre de temps à y parler. Mais peut-être la première considération sont les choses qui sont importantes pour la protection au milieu de santé. Et on peut dire qu'il y a avec trois choses, la filtration, l'ajustement et la fonction. Et pour chaque cas, il y a des mots-clés. Et pour la filtration, c'est important, l'efficacité, mais c'est les normes qui ont la mise au point d'efficacité. Pour l'ajustement, nous parlons des facteurs de protection caractéristiques et les essais d'ajustement. Et pour la fonction, nous pouvons parler des effets sur le travail ou sur le confort du porteur. Et on peut à chaque mesurer au laboratoire ou aux ateliers pour déterminer les enjeux là. Pour la revue, ici le titre en anglais, il s'agit de l'impact des appareils de protection respiratoire qui sont portés par les ouvriers au milieu de santé. Et les questions qui sont importantes sont les normes qui sont en effet pour ces ouvriers, les fonctionnements des appareils de protection respiratoire en termes d'ajustement et les effets du travail ou des activités sur l'ajustement. Et aussi les perceptions des équipements par les professionnels de santé et les influences sur la fonction des équipements. Nous avons utilisé un outil de recherche qui s'appelle SPIDER. C'est un système qui est bien connu dans le domaine de l'analyse statistique. Mais enfin, nous avons identifié 39 publications qui sont acceptables pour la revue. Mais il n'y a aucune révision systématique qui a été déjà faite. Et il y a des examens narratifs, sont des évaluations statistiques et
alors c'est possible que c'est la première évaluation des enjeux au milieu de santé qui s'adresse seulement aux appareils de protection respiratoire. Ce serait publié dans le British Medical Journal dans les mois prochains. Alors, je vais maintenant adresser chaque facteur pour les questions. Peut-être c'est assez familier à tous, les exemples, mais vous pouvez les voir là. Je ajoute ici un niveau de protection hiérarchique. Ça s'agit d'une évaluation qualitative du niveau de protection. Et nous allons parler à ça quand nous considérons les guides de sélection. Mais pour chaque appareil, il y a des avantages et des désavantages. Il faut en effet faire une balance entre le niveau de protection qui en sert et les autres facteurs. Vous pouvez voir que pour la meilleure protection, le fardeau est haut. Et pour des fois, le prix est haut aussi. Mais il y a des équipements qui sont plus faciles à utiliser, mais la protection est plus bas. Pour les milieux de santé, on ne concentre pas avec les systèmes d'air autonome. OK, je parle des guides un peu parce que nous avons déjà parlé de ça, mais nous avons parlé beaucoup des normes de performance. Comment vient des fabricants à utilisation appropriée? Et on commence avec les normes de performance qui sont normalement créées par les comités. Les comités aussi créent les normes et guides de sélection. Les deux sont utiles en l'usage approprié. Les fabricants soumettent leurs équipements aux agences d'approbation et si les tests sont bons, ils reçoivent une certification pour être capable de vendre leurs équipements aux utilisateurs. Puis pour l'utilisation appropriée, il faut avoir les régulations et les normes guides. Et toutes les choses-là sont nécessaires pour la bonne utilisation des produits. Et des normes de performance, peut-être il y a les normes où il y a un grand document pour tous les types des appareils, ou peut-être il y a différents documents pour chaque type d'appareil. Et on peut remarquer que l'organisme NIOSH performe les fonctions de 3 secteurs ici, lui-même, parlant. Mais il faut noter aussi pour le secteur de santé que les normes qui s'appliquent envers la protection respiratoire sont les mêmes que dans l'industrie en général. Nous avons déjà parlé de ça, ici les autres normes, les normes internationales qui peuvent s'appliquer. Mais ça, c'est pour la référence seulement. Je ne peux pas rester sur ça. Mais je parle un peu de guide de sélection parce que c'est important. Et pour la sélection correcte, il faut suivre les guides pour suivre les protocoles qui veulent diriger quel appareil et quel type peut-être de filtre à choisir. C'est intéressant parce que le Canada, c'est le seul pays au monde qui a créé des conseils pour la sélection des aérosols biologiques. Même le CSA et IRSST ont créé des guides et les liens sont là. Et vous pouvez utiliser ces guides pour sélectionner les appareils de protection respiratoire contre les bioaérosols. Et ça vous donne le niveau de protection qui est applicable à ces situations. Nous avons créé ça en voyant beaucoup de la littérature, les études anciennes. Et c'est plus systématique
que des méthodes d'autres pays. Maintenant, aux situations d'urgence, nous avons aussi des provisions de Food and Drug Administration et CDC aux États-Unis pour les autorisations pour l'utilisation des appareils d'autres pays ou l'utilisation à durée longue ou réutilisation des produits qui n'est pas normale hors de l'urgence. Ici, les exemples les guides CSA pour le sélectionnement des niveaux de protection selon les besoins de l'environnement, du pathogène, la génération et la ventilation qui est dans le domaine d'utilisation. Justement, peut-être c'est tout familier à tous, mais je remarque peut-être certains temps, ils sont bouleversés. La sélection avec l'essai d'ajustement et pour la sélection initiale des équipements ou les retests de routine. Ce n'est pas chaque fois nécessaire, chaque fois on porte les appareils, mais les essais de chantier, sont nécessaires chaque enfilage, chaque fois qu'on se sert de l'équipement. Il y a un hôpital en Angleterre qui a fait l'essai d'ajustement chaque fois, chaque cas de travail. Et il y a des gens qui ont soumis au COVID à cause de ça, parce que la capuchon a été infecté. Pour le review, nous avons ici trouvé certains facteurs et les observations envers ça. Et il y a une petite description des forces d'épreuve qui s'agit. Pour les essais d'ajustement, on a trouvé que plus de 10% des gens doivent essayer plus d'un modèle. Le premier modèle qu'ils ont essayé ne fonctionne, n'était pas à champ, et il faut chercher un autre. Si on se sert seulement des essais d'échantillonnité, ils ne sont pas bons à produire comme prédiction des résultats d'effet d'ajustement correct. Il faut faire toujours pour la sélection, l'ajustement, les essais d'ajustement. Et si on a la pilosité faciale, les barbes, ou même les pilosités très petites, l'échantillonnité des pièces faciales filtrantes est profondément diminuée. Pour les activités cliniques où il y a des mouvements, le stress, on a trouvé que 10 à 60% des porteurs des pièces faciales ont des pertes d'échantillonnité à cause du mouvement. C'est très haut. Mais si on fait les mêmes exercices avec un paper, il n'y a aucun échec. Ça doit dire pour la sélection, pour ces activités-là, le paper peut-être serait la meilleure choix. Pour les activités génériques, de 10 à 30 observations de l'échec avec les pièces faciales. Et c'est assez haut. Et on dit encore, si on parle des masques à l'estomarique, c'est peut-être une bonne raison pour les considérer. Pour le respect des normes en pratique et l'influence d'enseignement, on a trouvé que c'est très fréquent
que les gens sont ignorants des besoins pour l'enfilage et l'enlèvement donner un dauphin et pendant l'utilisation. Il semble nécessaire de répéter constamment l'enseignement pour s'assurer de l'ajustement correct. C'est intéressant. La performance clinique, avec les demi-pièces faciales et les PAPR, les performances des procédures simulées, incluant ceux de génération d'aérosols, sont influencées au minimum par l'équipement. Ce n'est pas un problème à apporter pour les professionnels. Mais des fois, il y a des problèmes avec la vision et l'ouïe. Mais pour la communication, c'est une histoire différente. Une partie difficile a été mesurée à qualité phonique avec les systèmes, ou tous les systèmes, et pour lui avec les PAPR. Il y a un moteur qui siffle. Et les gens ont identifié des difficultés avec lui et qualité phonique de 20 à 40% pour tous les porteurs. Mais les sondages narratifs sont variables envers ça. Enfin, l'impact sur le confort, c'est rapporté par la moitié des gens. Les effets sont plus élevés pour les demi-pièces faciales complètes et PAPR, plus de pièces faciales filtrantes. Et la moitié des utilisateurs ne peuvent pas porter les EPA pour un quart de travail de 8 heures. C'est difficile pour eux. Il faut enlever pour prendre une pause pendant le quart de travail. Et les perceptions des professionnels et des organismes sur l'utilisation des appareils, il est reconnu qu'il y a une balance entre l'inconfort et l'augmentation de la protection. Il faut avoir considéré les nécessités là. Et les gens ont noté les besoins des aspects pratiques, l'entreposage, les accès à l'équipement et les contextes sociaux pour les gens qui portent les masques et la culture. Et maintenant, nous avons trouvé dans le monde d'aujourd'hui que ça change beaucoup. Et merci, c'est ça. Il y a des conclusions. On peut répéter que les normes qui s'appliquent à la protection respiratoire sont appropriées au milieu de santé comme à l'industrie. L'utilisation en sécurité nécessite l'ajustement et l'adhérence aux bonnes pratiques. Il y a certaines pratiques qui sont problématiques, qui peuvent compromettre l'ajustement, n'importe quoi équipement. Il faut considérer les PAPR dans ce cas-là. Et si nous voyons des guides, peut-être de CSA ou IRSST, vous pouvez, pour certaines opérations, certaines pratiques, nous avons là l'information d'utiliser les PAPR en plus des systèmes négatifs. Et le port d'un APA semble avoir un impact minimal sur la procédure clinique à court terme. Même l'intubation trachéale, mais c'est difficile à apporter pour tout le cas de travail et le fardeau physiologique est significant. Et il faut considérer encore le compromis entre protection, confort et communication. Et merci, c'est tout.